Ah, tiens, vous voilà. J'étais justement en train de lire un livre, ou plus précisément une partie de livre, dont je m'étais dit que ça pourrait être aussi intéressant qu'instructif, voire même nécessaire, de vous la partager. Après tout, il faut avouer que ça fait quand même un bail, hein, qu'on a eu la chance de jaser un peu, vous et moi, là, à travers un bon petit live. J'espère que les fêtes ont été reposantes et que vous êtes donc prêts à ce qu'on recommence à penser un peu à changer le monde et plus précisément ce beau petit système politique qui est le nôtre. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu, d'après les couleurs que j'ai revêtues, je risque de vous parler un peu de libertarisme, mais sous un angle assez nouveau, ma foi. Surtout que je ne m'attendais même pas moi-même à faire ce genre de prise de conscience-là, encore moins à vous parler de ce genre de choses-là. Surtout quand tu es en train de lire un livre sur la Révolution française, question de te garder dans le beat un peu, le beat que l'on veut puis que l'on sait, là. On s'entend que c'est sûrement pas moi qui me serait attendu à ce qu'un jour j'en revienne pratiquement à vous faire la promotion de l'Ancien Régime. Façon de parler, remarque, là. Mais c'est quand même surprenant, quand tu te mets à étudier un petit peu l'histoire, de te rendre compte à quel point bonjour Jocelyne et Chantal Villeneuve, à quel point un simple retour en arrière, ça serait déjà, en un sens, tellement pas mal mieux que ce qu'on a là. Si on pouvait commencer par ça, donc ça serait déjà pas pire. Évidemment, c'est toujours une question d'essayer de ne pas trop jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, dans un même esprit, si on parle de retour en arrière, vous comprenez que je ne vais pas être en train de faire l'apologie de la monarchie, là, ni du genre de chaos administratif que je vais décrire là. Mais de toute façon, je vais commencer par en parler. Après ça, vous verrez bien un peu plus comment on peut faire la part des choses, puis prendre le meilleur des choses, justement. Ça fait que ce qui m'a vraiment me frappé, qui est venu tout de suite à mon attention en lisant cet excellent résumé, cette excellente description de la Révolution française par Pierre Gatsot, c'est il commence en fait par décrire comment que ça se passait en France, parce que c'est une histoire assez longue et complexe, hein, quand, mettons, il y a un nouveau département. Exemple, la Franche-Comté. C'est sûr que je vais vous faire un petit peu de lecture, mais je vais essayer que ça soit pas trop plate, là, surtout, puis dites-vous, déjà en partant, c'est des passages qui sont choisis, sont censés être pertinents, je vais pas juste lire, je vais jaser un peu entre-temps pour l'expliquer. Ça devrait être quand même digestible, là. Ça devrait être quand même pas pire tout cul dans le bec, là. Donc, voici ce qui avait été, donc dans lorsque Louis XIV il avait signé la première conquête de la Franche-Comté en 1668, la façon qu'il avait signé la capitulation, c'est « Toutes les choses demeureront en Franche-Comté au même état qu'elles sont présentement quant aux privilèges, franchises et immunités. » Pour lire encore plus précisément, il dit « Si monsieur promet juste sur les saints évangiles qu'elle et ses augustes successeurs les tiendront et maintiendront bien et loyalement en tous et quelconques leurs privilèges, franchises et libertés, anciennes possessions, usages, coutumes et ordonnances, et généralement qu'elle fera tout ce qu'un prince et comte palatin de Bourgogne est tenu de faire. » Je ne sais pas si c'est dans le même coin, là, mais ça vous donne un exemple de à quel point ça pouvait être décentralisé, tu comprends, en France, parce que comme il dit, élargissez cet exemple, représentez-vous les provinces, les villes, les classes, les associations, les métiers, les offices pourvus de chartes, de droits, de statuts, d'immunités de toute grandeur et de toute nature, et vous aurez une idée de ce qu'était la France de Louis XV et de Louis XIV et de la manière dont pouvait s'y exercer la volonté royale. Autrement dit, c'est comme il dit dans le livre, c'est vraiment l'Ancien Régime, donc la période qui est entre le Moyen-Âge et le siècle des Révolutions, le 18e siècle. Tout ça un petit peu de COVID. C'est que c'est exactement l'inverse c'était l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit en France, ici, un peu partout dans le monde,
depuis justement les siècles des révolutions, tu comprends? Puis c'est pas anodin parce que, notamment, si on prend la Révolution française, on sait qu'il y avait beaucoup d'éléments de franc-maçon qui étaient là, beaucoup d'éléments. Le début du mondialisme, c'est pratiquement un sens là. La notion de centraliser le pouvoir, c'est vraiment à partir des révolutions que c'est arrivé. Puis c'est un processus qui s'est évidemment pas arrêté depuis, au contraire. Même qu'il en parle là-dedans, je vais en parler tantôt, que ça avait commencé même avant les révolutions, là, cette centralisation-là. Mais tu sais, aujourd'hui, on est rendu avec comme des rois fonctionnaires, des fonctionnaires qui sont comme les rois, puis là, c'est uniforme partout. Toutes les règles sont partout les mêmes au Québec. Hein? Alors que nous, le Parti libertarien, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de réinverser ça, de décentraliser le pouvoir, tu sais. Mais c'est ça que je vous dis, c'est que c'est en bonne partie, ça revient vraiment à revenir à ce que c'était au bon vieux temps. Donc, je continue. En dépit d'un très gros effort de simplification accompli sous Louis XIV, à toute décision gouvernementale continuait de s'y opposer une masse de traditions, de contrats, de promesses, de faits acquis dont on s'était bien forcé de tenir compte. Dont on était bien forcé de tenir compte. Il fallait discuter, composer, admettre des rabais, des décharges et des exceptions. Les ordres les plus formels se trouvaient corrigés et amendés par cet ensemble d'institutions contre lesquelles on ne pouvait pratiquement plus rien. Sans cesse, les ministres se répandent en lamentation sur la difficulté de gouverner un État composé de corps et de citoyens si bien armés pour faire échec à leur roi. Voici un exemple de cette lamentation-là. On ne peut faire un pas dans ce vaste royaume, disait Calonne, sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des exceptions, des affranchissements d'impôts, des droits et des prétentions de toute espèce. Et il ajoutait en ministre autoritaire et centralisateur, cette dissonance générale complique l'administration, interrompt son cours, embarrasse ses ressorts et multiplie les frais et le désordre. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un paradis pour nous? Pour nous, on va dire résistants que nous sommes, maintenant qu'on est rendu à un autre extrême, tu sais. Autant eux autres, ça leur semblait une tragédie, autant moi, je me dis, waouh, c'était du bonbon. Parce que, vous voyez, si on regarde en tête, salut, Jéhoshua, je veux dire, Yehoshua, hein? Excuse-moi, ça se peut que je massacre un peu ton nom des fois. Tu sais, le principe hein, des 2 dernières années qu'on a vécues. Avez-vous vu comment que c'était une lettre à la poste? Là? Comme Legault dit ci, Arruda dit ça, automatiquement, c'est non seulement appliqué partout, mais c'est de façon totalitaire. Si tu le fais pas, t'es de façon nazie complètement, je veux dire, traité comme une espèce de juif en Allemagne nazie, justement, là, ça va revenir sur les détails. Fait que tous les excès, là, toute la dérive que ce côté centralisateur est donc naturellement, intrinsèquement totalitaire, de plus en plus totalitaire, peut amener. Alors que dans ce temps-là, ben, je veux dire, il n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça. Tu comprends? Il se serait toujours heurté à ici, une juridiction. Un peu comme on a, assez exactement comme on a plus aux États-Unis, finalement, qui est déjà beaucoup plus décentralisé que le Canada, puis où tu te heurtes au fait que, non, ici, valeur, mais c'est dans cet État-ci, en Californie, exemple, salut Carl, ça fonctionne comme ça. Au Texas, c'est autre chose. Il y a vraiment, on sent qu'on a affaire à des vrais petits États qui ont un réel pouvoir, là. Le pire, c'est que le Canada, au début, était lui-même beaucoup plus décentralisé, mais il s'est centralisé avec le temps, alors que les États-Unis étaient plus centralisés et se sont décentralisés avec le temps. Mais c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de possibilités de tenir tête à un gouvernement central, fédéral, un peu trop power tripper, et slash aussi un peu trop con, ça va souvent ensemble de toute façon. Et un exemple qu'il donne, c'est celui des corvées. À un moment donné, ils se sont mis ça dans la tête, ils se sont dit, on va faire travailler les paysans, évidemment, tous les nobles, les riches, les bourgeois, les clercs, donc le clergé en était absous, sauf que les paysans, eux autres, vont dire, vous allez entretenir les routes. Il y a plein d'administrations qui ont trouvé que c'est une bonne idée, sauf qu'ils expliquent comment en 40 ans, ça a tellement évolué de façon différente. La corvée à un endroit, ça pouvait être juste quelques heures par semaine, salut Anne. À un autre endroit, c'était beaucoup plus généralisé. C'était même, à certains endroits, c'était, tu vas juste pelleter quelques cailloux. À d'autres endroits, c'était vraiment quasiment du travail forcé d'esclaves.
c'était complètement dépareillé. Tu sais, je dis ça, puis il y a plein de gens parmi vous qui doivent se dire, ben oui, c'était poche, c'est bien mieux aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de ça. C'est justement ça que j'essaie de faire, c'est d'inverser ça dans votre tête, là. Ce qui, dans un sens, c'est vrai à l'époque, était peut-être, salut Julie, plate ou moins bon, ou tu sais, qui ont voulu, je veux dire, les gens ont voulu évoluer à partir de là. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la liberté, l'autodétermination? Est-ce que c'est pas sur une base locale qu'on veut essayer de maximiser ça? Au même titre qu'on veut le faire avec le Québec aussi, tu comprends? C'est vrai pour le Québec, c'est imaginez si chaque région du Québec, chaque ville du Québec avait plus de liberté sur sa façon de s'auto-gérer. Ben, c'était ça avant en France, c'était ça dans la plupart des États de l'Ancien-Régime. Un autre exemple, il va parler du clergé, qui à l'époque emmenait large, c'est un moyen temps, on va dire que les ministres du Christ emmenaient large en Christ. Mais donc, tu sais, le roi, on peut dire passer ce qu'on veut du clergé, moi-même, on pourrait parler bien longtemps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que comme contrepoids, comme au pouvoir royal, ça partait assez mal là, pour le roi pour commencer à imposer ce qu'il veut, sans parler en plus de la noblesse. Tout avait des gros corps sociaux comme ça qui limitaient énormément le pouvoir central. Si le clergé, comme il disait, il décide qu'il lève une nouvelle taxe, puis qu'il va acheter plus d'argent, il le fait. C'est vraiment comme une sorte de petit État dans l'État. Et inversement, si le roi veut faire avancer ses intérêts, puis le clergé dit non, c'est bien vrai, mais ça passe pas. T'sais. Le clergé qui est lui-même, c'était une sorte d'État dans l'État parce qu'il prend en charge, comme ils disent, l'instruction publique et l'assistance. Donc, si tu veux, le ministère de l'Éducation et de la Santé. Fait que ça fait quasiment penser à Sparte où il y avait une double royauté. Moi, je rêve d'un monde où est-ce qu'il va y avoir, on va remettre des contrepoids, on va remettre des contre-pouvoirs, où est-ce qu'on va remettre encore toujours plus d'obstacles sur la volonté, sur le chemin tu comprends, de Québec, exemple, d'une espèce de pouvoir ultra centralisateur, dominateur du genre qu'on est rendu à avoir maintenant. Puis surtout que là, non seulement il n'y a plus aucun frein, il n'y a plus rien sur son passage, mais que là, les gens sont rendus brainwashés à dire que c'est une bonne chose. Puis là, mettons que la Chine n'est pas trop loin, là. Un autre exemple, l'Alsace, parce que l'Alsace, c'était un territoire vraiment là, encore plus touché à gérer parce qu'il était vraiment situé entre la France et l'Allemagne. Certains villages appartenaient à un, certains villages appartenaient à d'autres. Un avait tel droit de gestion par rapport à ci, l'autre pays avait un droit de gestion par rapport à ça. À un moment donné, il y a un ministre de Louis XIV qui avait dit « Il ne faut point toucher aux usages du pays d'Alsace. » C'est Louis XIV, là, c'est le roi... comment il disait ça, hein? La loi, c'est moi, là, comme ça. Là, en tout cas. Donc, l'exemple absolu de l'absolutisme, mais là, même lui, il n'était pas question qu'il touche à l'Alsace. C'était trop chaud, disons. Hein? C'était trop dangereux. Mais c'est ce danger-là que là, on a perdu aujourd'hui et qu'il faudrait tellement essayer de ramener. Là, vous allez me dire, je parle de violence. Ben, pas vraiment, parce que regardez, le meilleur exemple, c'est ce que je vais vous dire là. Le plus puissant obstacle à l'exercice illimité de l'autorité royale était constitué par les tribunaux eux-mêmes. Parlement, cour de compte, cour des aides, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, élections, bureau des finances, grenier à sel, dont tous les membres étaient propriétaires de leurs charges, comme le sont aujourd'hui les notaires et les avoués. C'est comme toute une armée là, de légistes, finalement, avec laquelle le pouvoir royal devait composer. Se représentons bien ce que cette possession comporte d'indépendance, de liberté et de tentation. C'est bien écrit, hein? C'est sûr qu'en ayant un auteur de l'Académie française, ça aide. C'est le droit d'acquitter, d'approuver et de réhabiliter ceux que la Cour poursuit, d'attaquer ses agents et les décréter de prise de corps, de refuser net l'enregistrement et l'application des arrêts nouveaux. Bref, la possibilité de tenir en échec toute la machine gouvernementale pour peu que l'allure en soit hésitante et embarrassée. Et cela avec autant plus de facilité que toutes ces justices n'ont point de limite absolue et qu'elles ont toutes, à des degrés divers, des attributions financières, administratives et politiques. Si quelques-unes endormies ou tombées en décadence s'en sont laissées partiellement dépouiller les autres, entreprenantes et hardies,
en ont conquis de bien plus importantes qui leur donnent des prétextes infinis d'intervention et d'action. Quel paradoxe ultime, parfait, par excellence, s'il en est un. Parce que la justice, s'il y a un endroit où est-ce que le bas blesse aujourd'hui, est-ce que c'est pas là? Prenez-moi, par exemple. Là, j'ai réussi grâce au conseil d'une de Maxime, bienveillante, qui est passée par là aussi, à faire repousser, donc à faire une remise d'audience par rapport à mon ticket de 1500$ pour avoir osé défier le couvre-feu le 31 décembre 2021. Avec donc la fois au sit-in qu'on est allé en prison avec Melega, Zourlou et Alex Freeman dans la joie et tout ça. Sauf que là, pour après ça, il faut payer pour ça. Puis là, ben, ce qu'on se rend compte, hein, c'est qu'on perd tout, là. Tous les résistants, on perd en cours. Fait que là, moi, je me donne un peu de temps au moins pour notamment essayer de me préparer un peu mieux. Mais on s'est comme déjà perdu d'avance. Ce qui est fou, ce qui est absurde, tu sais. Comme me disait Valmont, le procureur du Québec, qui est censé être là pour nous défendre, il est à toute fin pratique déjà acheté. Là. On le voit, c'est comme toutes les causes sont comme avec un rubber stamp, sont presque pratiquement jugées d'avance. Fait, tu comprends, ça c'est l'extrême inverse de ce qu'il y avait dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'est même si, mettons, le roi il avait une bonne intention ou une bonne idée, une bonne loi, bonne chance pour la faire passer à travers toutes. C'était des dominos là, c'était ces obstacles successifs-là qui étaient tous les tribunaux d'un ensemble de juridictions qui finissaient pas après l'autre. Donc, justement, comme je continue un peu, pour régner sur la fédération d'organismes vivants qui était l'ancienne France, hein, vous voyez, hein, de multiplier les contrepoids, les bébelles, les organismes, c'était déjà une bonne étape en partant. Pour actionner et contenir à la fois ces milliers de républiques aristocratiques ou populaires, rivales et ombrageuses, il fallait plus de caractère, plus de soins, plus de patience, plus d'énergie et plus d'amour. Un gouvernement honnête et bien intentionné ne suffisait pas. Il fallait un gouvernement respecté et craint. Ce gouvernement, la France de l'Ancien Régime, avait réussi à l'organiser jusqu'à la fin, tandis que la tête déjà pourrissait. Les autres partis en demeuraient aussi saines et aussi actives qu'au plus beau temps. Ça, c'est l'autre élément que je veux parler dans mon live, que j'aurais jamais pensé faire, c'est de dire que, coudonc, ce gouvernement-là, royal, monarchiste, que la Révolution française, puis on s'entend, pour lire ça, je dois être un fervent admirateur de la Révolution française, puis ça fait, de toutes les révolutions d'ailleurs, puis ça ne date pas d'hier, mais j'aurais pas pensé faire un jour l'apologie du gouvernement, exemple de Louis XV, de Louis XVI, des anciens rois de France, là, juste avant la Révolution. Regardez, avant de juger ce que je veux dire. Les impôts, la justice, l'organisation sociale, provinciale et municipale étaient, nous l'avons noté, extraordinairement compliqués et confus, pour les raisons qu'on a dites là, tantôt. L'administration proprement dite, cependant, était fort simple et fort bien comprise, quoi qu'on en eût pensé. Ah! Est-ce que ça serait le genre de chose qui pourrait peut-être intéresser un parti libertarien? Une administration simple, efficace et surtout petite? C'est drôle, hein? C'est comme quoi, parfois, il faut commencer par regarder en arrière pour trouver qu'est-ce qu'on veut. En haut, puis là, je dis pas, il faut avoir exactement ce genre d'organisation-là avec un roi à la tête, là. Quand je dis qu'il faut faire la part des choses, là, mais c'est pour vous donner un exemple de c'était quoi une administration simple. En haut, le Conseil du roi, législateur suprême, centre et moteur de toute la machine. En dessous, des bureaux et commissions pour préparer ses arrêts. 6 ministres pour les mettre en forme et les transmettre. 32 intendants pour les faire exécuter. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Peu de personnel, peu de paperasse, pas de routine, de l'initiative, de l'entrain, tout ce qui est nécessaire pour aller vite et faire bien. Encore là, est-ce qu'on pourrait avoir un plus total contraire, plus total exemple du contraire? Vous voyez ce que je veux dire là? Comment on pourrait plus contrairement, plus complètement avoir le contraire de ce qu'on a maintenant. Bon, j'ai réussi à l'avoir. On a souvent mal compris cette formule parce qu'il parle des intendants. Ah, l'intendant talon! Mais, tu sais, je veux dire, eux autres qui étaient comme un peu des messagers du roi qui allaient en province, puis c'était un rôle qui était intéressant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des intendants. Je vais juste trouver que c'était intéressant
cette fonction-là qu'ils ont créée pour l'époque. Okay? Je vais en parler pour vous donner un exemple encore d'efficacité. On a souvent mal compris cette formule et cru que, semblable à nos préfets modernes, l'intendant n'avait pas, pour ainsi dire, l'existence personnelle. Parce que lui-même est un exemple de décentralisation, vous allez voir. Qu'il était une simple émanation du ministre et ne pouvant rien engager d'important sans en référer à Versailles, où est-ce qu'il était rendu le pouvoir royal. Ce n'est pas exact. Les pouvoirs considérables qui étaient conférés à l'intendant lui appartenaient en propre et véritablement. Il en usait de lui-même largement et sous sa responsabilité. Il ne mendiait pas sans cesse à Paris des instructions ou des ordres. Il agissait, prenait des initiatives, allant de l'avant, ne cherchant que la consécration du succès. Il résolvait sur place les difficultés, entreprenait des réformes qu'il jugeait utiles, engageait à fond son autorité et sa personne, quitte à se faire couvrir ensuite par un arrêt du Conseil que, d'ailleurs, il proposait, préparait et rédigeait lui-même. Moi, là, ça fait juste une fois de plus que je me dis que je suis pas né à la bonne époque. Pourquoi je suis pas né dans ce temps-là? À moins que je sois né dans cette époque-ci pour rappeler le bon vieux temps, justement. Le contrôleur général le surveillait de haut, mais ne le gênait pas. Et cette liberté allait si loin qu'un intendant de Paris put, de son propre chef, dans l'étendue de sa généralité, modifier du tout au tout l'assiette de la taille et la transformer la capitation, impôt de classe, en une taxe sur les loyers. Décentralisation, donc plus de pouvoir en aval et moins en amont. Plus en bas, moins en haut. Vous comprenez? C'est toujours le même concept. C'est ça qu'on veut ou qu'on devrait vouloir, normalement. Si on était... si on savait ce qu'on voulait, puis qu'on voulait des bonnes choses, comme peuple. À aucun moment de son histoire, je finis avec ça, même au temps des grands préfets napoléoniens, la France n'eut une administration aussi sage, aussi attentive, aussi travailleuse, aussi dévouée au bien public, aussi accessible aux désirs de l'opinion. Car si l'intendant est l'homme du roi, il est aussi l'homme de la province. Il l'a habité si longtemps qu'il fait corps avec elle, il défend ses intérêts, il se fait son avocat et au besoin, au nom de son passé, des services rendus, il la protège contre les prétentions et les entreprises du pouvoir central. Quelle musique à mes oreilles. Pas pour vous? Vous comprenez que j'espère que j'ai pas besoin de faire tous les parallèles de comment qu'aujourd'hui il faudrait s'inspirer de ça, puis de quelle façon. Mais vous comprenez, quand tu comprends l'esprit, puis que le principe doit simplement rester le même, mais c'est ça. Qui mieux que les gens, les représentants, pas élus dans le système actuel, non, les représentants d'une région donnée, pourraient savoir qu'est-ce qu'il y a mieux à faire là comme mesure, comme façon de dépenser le budget X, Y, Z. OK? On peut-tu laisser Saguenay se gérer lui-même? On peut-tu laisser la Abitibi se gérer elle-même? C'est toujours ça le même principe, soit bien sûr celui de l'autodétermination. Mais c'est quand même assez incroyable, vous ne trouvez pas, de se dire que... Mais moi-même, je ne reviens pas, là. Que c'est juste avant la Révolution qu'on a peut-être eu un style de gouvernement le plus avancé, alors en France, chez nos ancêtres, le plus visionnaire, le plus efficace, le plus approprié. Puis, je suis pas en train de dire que je compte qu'il n'aurait pas fallu qu'il se passe une révolution, ni cette hauteur-là, évidemment. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça la subtilité, c'est ça l'intelligence, c'est d'aller au-delà des petites catégories blanc ou noir, right or wrong, puis ça, puis de se dire, ouais, là, on a parti sur une chire à partir de 1789 pour la France, à partir de 1776 pour les États-Unis, bon, puis super, merveilleux. Maintenant, si on veut essayer de faire une autre révolution, en se repartant sur le baiser de la liberté, mais ce coup-ci, selon une formule plus libertarienne, de se dire, ouais, OK, c'est quoi la coche qu'on a manquée? C'est quoi le bateau sur lequel on s'est garoché puis qu'on est bien allé un petit peu trop loin? Qu'est-ce qu'on pourrait aller rechercher dans le passé qui serait encore bon, puis se repartir de là pour aller dans une toute autre direction, en fait, carrément en sens inverse, là, parce que c'est ça que je pense que ça prendrait. Là. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous laisse penser à ça. Pas plus compliqué que ça, on fera pas les lives plus longs, plus radotés qu'il faut. Fait que, bonne année. On s'en reparle un jour ou l'autre. Salut, merci. Hey, hey. Mais c'est ce que j'ai fait là, ma paix, mauvais putain. C'est moi.